Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et chaque début de mois, le vendredi, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés pour étudier, décrypter un cas d'investissement. Le cas du jour s'appelle Richemont, bien connu dans le secteur du luxe. Et c'est Olivier Delos qui est avec nous en plateau pour en parler, associé gérant chez Clartan Associés. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous et de venir évoquer donc le cas de Richemont, groupe suisse, coté en Suisse en tout cas, dans le monde du luxe au sens large et de la joaillerie, de la haute joaillerie plus précisément. On va détailler évidemment le positionnement du groupe, mais je voulais qu'on prenne le temps quand même de refaire un peu l'histoire de ce groupe Richemont. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent aient en tête que l'histoire de Richemont, qui a commencé il y a plusieurs décennies en arrière, a débuté avec des activités totalement en dehors de ce qui sont les activités cœur aujourd'hui de Richemont. Oui, absolument. Alors c'est amusant parce qu'en fait, il y a pas mal de groupes, de grands groupes du luxe qui ont un peu commencé avec des activités finalement qui n'avaient rien à voir avec le luxe. Et Richemont, alors qu'on connaît plus dans les grandes marques, c'est-à-dire Cartier, Van Cleef & Arpels, Buccellati, et puis des montres, on en parlera aussi tout à l'heure, et bien en fait, à ses sources en Afrique du Sud, lorsque un entrepreneur assez jeune, dans les années 40, avait constaté que dans la Grande Dépression des années 30, il y avait deux secteurs finalement qui avaient très bien résisté, c'était les spiritueux et puis le tabac. Et Anton Rupert, donc, qui est cet entrepreneur assez génial, voulait faire à l'origine des études de médecine. Et n'ayant pas assez d'argent, il s'est retourné vers l'entrepreneuriat et il a eu l'idée de constituer une petite entreprise de fabrication de cigarettes. Et avec quelques associés, donc il a commencé comme ça une petite entreprise et elle a prospéré assez rapidement. Et dans les années 60, il avait identifié une marque à Paris, magnifique, qui faisait des très beaux briquets en or, qui s'appelait Cartier. Et son idée, c'était tout simplement d'arriver à avoir la licence de Cartier pour faire des cigarettes. Et l'un de ses associés a négocié ça avec la famille Cartier à l'époque, en disant, écoutez, si on prend une petite participation dans l'une de vos filiales, est-ce que vous nous laissez l'exploitation, la licence de cigarettes ? Et donc, Anton Rupert l'a eu. Il a pris 20% du capital de Cartier dans les années 60. Et après, l'activité s'est développée, a continué à se développer en parallèle. Et après ça, en fait, il y a eu une deuxième étape dans le développement de ce qui n'était pas Richemont à l'époque, ce qui s'appelait pas Richemont. Ça a été la succession de l'entreprise Cartier à proprement dit. C'est-à-dire que lorsque la famille a décidé de vendre, eh bien, elle s'est dit qu'est-ce qui va pouvoir prendre une participation majoritaire, et elle s'est tournée assez légitimement vers Anton Rupert, qui est à ce moment-là a pris plus de 60% du capital. Là, on est à la fin des années 60. Et Anton Rupert a continué à étendre ses activités, pas que dans le luxe à cette époque-là, également dans l'audiovisuel. Enfin, c'est devenu vraiment très diversifié à cette époque. Très grand conglomérat. Et en 88, à la fin, lorsque toute la question, la fin de l'apartheid a commencé à se poser, eh bien, il s'est dit, il va peut-être falloir quand même que je distingue mes activités purement sud-africaines des activités mondiales. Les activités mondiales qui continuent effectivement à pas mal prospérer. Et là, son fils, Johann Rupert, qui est le patron emblématique de Richemont en ce moment, et qui était banquier chez Lazare à l'époque, a dit à son père, finalement, on va séparer les deux activités, on va créer une holding qui va s'appeler Richemont en 1988 et qu'on va coter en Suisse et dans laquelle on va mettre toutes les activités internationales. Pas mal d'acquisitions ensuite ont suivi. Il y a eu après évidemment les montres un peu plus tard. Van Cleef a été racheté à la fin des années 90. Et Johann Rupert, après, a vraiment restructuré totalement ce holding. Donc c'est sous le mandat de Johann Rupert, enfin c'est avec la génération Johann Rupert que le groupe de luxe s'est constitué tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà, exactement. Et donc il a vendu tout ce qui n'était pas luxe. Et c'est pas sans rappeler, évidemment, la magnifique histoire d'LVMH, de PPR devenu Kering entre-temps, où ils ont façonné des pépites à partir d'empires industriels à l'origine, et en gardant les activités les plus rentables et celles qui, effectivement, ont le plus de potentiel.
Ian Rupert, oui, qui est toujours en poste aujourd'hui. Hein. Je crois qu'il est parti à un moment, mais il est revenu. Hein. Ouais. C'est ça. Il est absolument en manette. Alors la question de sa succession se pose, mais en tout cas, c'est lui qui a constitué Richemont tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bon, justement, qu'est-ce qu'on peut dire du Richemont tel qu'on le connaît aujourd'hui et de son positionnement dans un univers du luxe, j'allais dire, qui est de moins en moins homogène. C'est-à-dire, on voit dans les acteurs, notamment cotés, mais non cotés également, des positionnements de plus en plus spécifiques, de plus en plus différents. Qu'est-ce qui caractérise justement le positionnement de Richemont dans cet univers ? Oui, alors il y a des stratégies effectivement assez différentes dans l'univers du luxe. L'idée de Richemont, c'est de faire du luxe le plus haut de gamme. C'est l'extra luxe, c'est le hard luxury, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fin, de plus unique. Et on voit que l'industrie du luxe, d'ailleurs, dans sa grande tendance, est en train de se recentrer en termes de croissance vers ce qui est le plus au sommet de la pyramide de Maslow, finalement. Ouais. Et les riches, enfin, les personnes qui ont vraiment un capital important, veulent se différencier de plus en plus par leur consommation. Et donc, ce qui est le luxe abordable, finalement, c'est une première étape, mais ce qui fait l'essentiel de la croissance, 30 à 40% de la croissance, c'est probablement les 2% des consommateurs les plus dotés. Ouais. Et Richemont a fait vraiment le choix d'un investissement très long terme là-dessus. Donc ça, c'est évidemment la haute joaillerie à travers Cartier, qui est une marque emblématique, Van Cleef & Arpels, qui revient vraiment très très fort sur le devant de la scène, Buccellati aussi. Et donc ces trois marques de haute joaillerie, aujourd'hui c'est 60% du chiffre d'affaires de Richemont, et sont des marges entre 35 et 40%. Donc c'est absolument fantastique. Et à côté de ça, il y a quelques très belles marques de haute horlogerie également. IWC, Vacheron Constantin, Gégère Lecoultre qui est plus classique mais est peut-être plus abordable, Panerai également. Enfin, des belles marques, Piaget bien sûr, qui pour certaines de ces mondes d'ailleurs, on peut le dire, sont de l'extra luxe. C'est assez clair. C'est de la pièce unique quasiment. Pièce unique, c'est une pièce de collectionneur. Ouais, c'est ça. Mais c'est structurellement moins rentable. On ne parle que de marge entre 17 et 20%. Donc on n'est pas dans la haute joaillerie, mais c'est effectivement c'est un positionnement qui est effectivement très, très unique dans l'environnement du luxe. Qu'est-ce qu'on donne comme perspective un peu globale pour ces segments-là spécifiques de la haute joaillerie, de la haute horlogerie, Olivier, qu'est-ce que ça représente comme marché et quelles sont les dynamiques de croissance des consommateurs ou du segment des consommateurs qui peut se permettre de s'intéresser à ce type d'objet? Alors le luxe, c'est pas simple de voir exactement quelles sont les parts de marché. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'un Richemont, par exemple, doit avoir à peu près entre 7 et 10% de parts de marché sur le marché sur lequel vraiment ils sont positionnés. Donc c'est pas beaucoup. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est un marché qui croît. On pense qu'il y a à peu près 400 millions de personnes aujourd'hui dans le monde qui peuvent avoir accès à ce marché. Qui sont des clients potentiels. D'accord. Et d'ici 2030, ça va passer à 500 millions. Donc ça veut dire que c'est vraiment l'élévation du niveau de vie au niveau global. L'Inde est un marché potentiel. On va voir si vraiment ils arrivent à rentrer dans ces codes de consommation. C'est pas quelque chose qui est tout à fait acquis. Et le deuxième élément qui est assez intéressant, c'est de voir que les jeunes générations, les générations Y et Z, sont extrêmement friandes de ce genre de produits. Et de plus en plus tôt. C'est-à-dire qu'avant, on pensait peut-être acheter ce genre de biens, et d'ailleurs plutôt les offrir. Comme on disait, si tu n'as pas de Rolex à 50 ans, c'est ça. Maintenant, c'est à 30 ans, c'est ça, Olivier? Il faut effectivement... aujourd'hui, il y a une vraie aspiration de ces générations... de plus en plus jeunes, à avoir des produits de grande qualité, des produits qui gagnent de la valeur dans le temps, avec un marché secondaire. C'est ça. Donc ça c'est un deuxième élément qui est assez décisif. C'est une grande distinction entre le hard luxury, comme vous dites, et le fashion, la mode, aussi haut de gamme soit-elle. Oui, exactement. C'est vraiment et de plus en plus le produit unique. Faire un bijou Van Cleef et Cartier, c'est des années de travail, c'est des années de liste d'attente, et c'est des produits qu'on trouve absolument nulle part ailleurs. Il y en a un dans le monde, donc ça fait vraiment leur unicité. Et de ce point de vue, le mouvement stratégique de LVMH, à mon avis, est très intéressant. C'est-à-dire que l'acquisition de Tiffany, c'est pas uniquement rajouter une marque de plus au portefeuille. Et si on regarde les grandes acquisitions récentes, il y a eu Bulgari, il y a Tiffany & Co. Et Tiffany & Co, c'est bien sûr pour s'ouvrir le marché américain,
mais c'est aussi pour commencer à préparer l'avenir, d'être moins exposé à la maroquinerie et de commencer à pousser les feux sur ce marché qui est extrême. Au plus haut de la pyramide. Ah ouais. Et où le pricing power est quasi illimité et où la rentabilité est la plus forte. Et donc ça va être très très bon pour les grands acteurs de la haute joaillerie parce que... Pour Richemont, c'est bon que LVMH ait racheté Tiffany, c'est bon pour Richemont et très bon parce son positionnement. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que lorsqu'il y a un marché qui est comme ça en croissance, plus vous êtes d'acteurs à pousser le marketing et la publicité, plus vous en bénéficiez. Et ce marché aujourd'hui est encore contrôlé à au moins 70% par ce qu'on appelle des no-names, c'est-à-dire des marques qu'on ne connaît pas, le joaillier artisan du coin, exactement. Oui. Et donc là, il y a des parts de marché à gagner, et l'ensemble de ces grands groupes, avec toute leur puissance de frappe marketing, va contribuer effectivement à cette croissance. Qu'est-ce qu'on peut dire du cas d'investissement peut-être à travers la séquence 2020 jusqu'à aujourd'hui, Olivier, je crois que c'était le terme du CFO de LVMH à l'occasion de la publication des résultats qui montraient la normalisation de la croissance. Oui, 2020-2023, ça a été les années folles. Richemont, comme les autres, a profité, j'imagine, de ces années folles. Comment vous regardez le cas d'investissement, effectivement, sur cette période et spécifiquement aujourd'hui, en novembre 2023 ? Alors, chez Clarsan, ce qu'on cherche, c'est vraiment avoir des détentions long terme dans des très belles sociétés. Et donc, Richemont en fait incontestablement partie. Donc, c'est vraiment dans notre univers d'investissement l'une des pépites qu'on cherche et qu'on a eu par le passé. Donc, on en a eu jusqu'à l'avant-Covid. À ce moment-là, il nous semblait quand même que c'était des niveaux de valorisation qui commençaient à être plus que copieux. Donc, on a eu tendance à complètement vendre nos participations à ce moment-là. Et on ne peut réinvestir sur ce genre de valeurs que lorsqu'il y a des doutes conjoncturels ou qu'il y a des crises. C'est-à-dire, grosso modo, au moment de la grande crise Lehman et puis au moment du Covid. On s'est dit, et c'est logique, on s'est dit à ce moment-là, normalement, c'est une activité qui va énormément souffrir. Mais paradoxalement, on a été dans l'une des seules crises de l'histoire où le pouvoir d'achat du consommateur a cru. Ce qui est absolument incroyable, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, lié en fait à un bon développement digital de toutes ces sociétés, le consommateur a pu continuer finalement à accéder à ces produits. À ces produits, exactement. Donc nous, on a acheté à ce moment-là, on a investi assez massivement dans Richemont. On a bien vu qu'il y avait une espèce de bulle qui s'est formée sur le luxe et sur tout le secteur finalement toute la fin de l'année 2022 jusqu'au printemps cette année. Là, après une baisse de 30%, ça nous semble être vraiment des points intéressants parce qu'aujourd'hui, Richemont, ça vaut... C'est depuis cet été, c'est ça que ça a rebaissé comme l'ensemble du secteur. Oui, depuis quasiment le printemps. Depuis le printemps. Et on a eu une correction d'un peu plus de 30% sur la valeur. Le PE est d'aujourd'hui entre 14 et 15 fois les résultats. Donc ça veut dire 40% de décote par rapport au PE historique. On a 2,5% de rendement de dividendes. C'est une société qui a 8 milliards de francs suisses de cash net en portefeuille. Donc c'est l'un des seuls acteurs avec Hermès. Il y a sûrement d'autres plus petits acteurs qui ont beaucoup de cash en portefeuille, mais les autres sont plutôt endettés. Donc on pense qu'on a vraiment une bonne opportunité là pour un investisseur long terme. Ouais. Même si les prochains trimestres peuvent être un peu plus normalisés. On ne va pas croître à 20% de manière normative. En tout cas, là, on a une bonne opportunité pour un investisseur long terme. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, par exemple, le dividende, entre 2014 et aujourd'hui, a été multiplié par 3,5. Donc on avait 1 franc suisse de dividende en 2014, on en a 3,5 aujourd'hui. Donc il ne faut pas regarder uniquement le dividende instantané. Dire que croissance régulière du dividende. C'est probable qu'on ait une forte croissance du dividende dans les prochaines années. Ouais. Merci beaucoup Olivier, merci d'être venu détailler pour nous ce cas passionnant qui est le cas Richemont dans le monde de la haute joaillerie et du hard luxury comme vous dites. Olivier Delauze, associé gérant chez Clartan Associés qui était avec nous dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.